Test, test. De 2. C'est bon pour toi? Voilà, on s'assoit, tac. Bon, ben je vous présente Mathieu. Mathieu. Bonjour Mathieu. Faut que je vous avoue un truc, je kiffe Mathieu. Alors je sais pas si je kiffe Mathieu ou je kiffe les produits que Mathieu propose, je sais pas. Non, voilà. J'adore, je passe un super moment, merci beaucoup. J'ai 3 milliards de trucs dans la tête, c'est un peu l'objet de pourquoi on est là. On est dans une école, pour ceux qui ne savent pas, pour moi le Lean c'est apprendre à apprendre, et c'est pas juste j'ai appris des trucs à l'école et l'entreprise va utiliser mon savoir et va m'exploiter. C'est aussi comment je remets de l'apprentissage dans l'entreprise tous les jours et tout le temps. Et moi, un truc qui me marque avec Mathieu, c'est j'ai eu la chance de faire quelques voyages au Japon, et quand tu vas chez Toyota, ils te montrent beaucoup des cours d'apprentissage. Vraiment le truc qui m'a vraiment bluffé, et en plus j'ai eu la chance d'en faire plusieurs, c'est vraiment on manage des cours d'apprentissage. Donc cours d'apprentissage sur chaque composant, chaque machine, chaque bagnole, mais aussi chaque personne. Donc, et aujourd'hui, ce que je trouve assez bluffant, c'est la capacité que vous avez, vous, à vous mettre en mouvement, vraiment, pour apprendre à évoluer dans un marché qui évolue un peu. Je veux dire, avec cette transition énergétique, avec des clients qui évoluent, etc. Et voilà, donc je voudrais vraiment te remercier. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Voilà, et c'est à toi de jouer. Let's go. Merci. Ça va arriver. Donc bonjour à tous. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est de vous emmener dans un voyage, notre voyage, ça va être mon voyage. Et c'est le voyage Lean au travers de nos collaborateurs, au travers de notre entreprise. Alors pourquoi j'ai choisi ce terme de voyage? C'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a des multitudes de façons de l'aborder. Il y a beaucoup de chemins pour refaire du Lean. Et aujourd'hui, moi je vais seulement vous témoigner de comment nous, on se met en mouvement pour faire du Lean. Donc, à travers cette... Donc c'est pas parce qu'on est en amphi à Centrale Marseille, c'est sûrement pas ici que je vais vous faire un cours. Par contre, voilà, il faut bien le prendre comme un témoignage, comment ça se traduit chez nous. Il y a quelques temps, là je vous parle de mon expérience, et du coup, là très récemment, j'ai lu une citation d'Aldous Huxley, un écrivain britannique, qui disait « L'expérience n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive ». Et du coup, c'est vraiment ce... Je vais vous expliquer, vous montrer qu'est-ce qui nous arrive, et qu'est-ce qu'on en fait chez TUS Industrie. Alors, il va falloir faire passer les slides autrement. Voilà. Pour témoigner de ce qui se passe, et ben là ça va être, je pense, un peu différent. Je vais vous emmener sur notre Gemba. Je vais vous partager qu'est-ce qui se passe chez nous. Alors, un Gemba, qu'est-ce que c'est? C'est là où se passent les choses. Donc grosso modo pour nous, aujourd'hui le Gemba, ça va être comment on va sur le terrain, comment je vous emmène avec moi sur ce qui se passe chez TUS. Donc on va se plonger au cœur des ateliers. Ouais, ok, ça marche. Merci. Donc on va aller au cœur des ateliers. Donc je vais vous présenter un petit peu qui on est très rapidement, parce que c'est pas logique. Vas-y. Donc on est une petite PME. Une centaine de personnes sur le site. Donc c'est vers Cavaillon, à côté d'Avignon. On a un héritage sur une
usine de chaudronnerie. Aujourd'hui, on est plutôt une manufacture, on travaille l'acier. Et c'est quoi notre job? C'est de créer de l'émotion, c'est de livrer chez nos clients de magnifiques cheminées contemporaines. Voilà, notre job est là, on livre des cheminées. Donc en fait, on crée de l'émotion chez le client, on est un créateur d'ambiance. Sur notre site, on fait à peu près 2600 cheminées par an. Et pour un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros, c'est juste sur l'année, pour vous expliquer qui on est. Tu peux passer. Donc, il y a une multitude de métiers. Nous, on part de l'esquisse du designer, et on va aller jusqu'à la conception et le façonnage de la cheminée, jusqu'au conditionnement pour livrer chez le client. Donc ça part dans le monde entier. Et aujourd'hui, je vais vous parler de TEUS Industrie, qui est une manufacture industrielle. On va parler beaucoup d'industrie. La partie esquisse, tout est dessiné par Dominique Imbert, qui est le fondateur de la marque Focus, donc du groupe Atelier Dominique Imbert. On fait partie du groupe, donc eux ils s'occupent vraiment de la partie design, marketing, commerce. Nous c'est vraiment l'industrie. L'industrie, la R&D. Donc moi ça va faire 13 ans que je suis en entreprise. J'ai commencé du coup donc en 2010. En 2018, j'ai le fondateur et le deux présidents d'aujourd'hui que Dominique Imbert leur a confié les rênes du groupe, m'ont convié et m'ont dit voilà, on a un souci, on a besoin de... Donc ils me proposent en fait de reprendre la direction de TEUS Industrie. Et dans quel contexte? Eh ben, on a un contexte où, fin 2018, on n'arrive pas à fabriquer, on est au max de notre capacité, on fabrique 2500 cheminées, et derrière, moi je sais ce qui arrive, parce que du coup je viens de la R&D, et derrière, on a tous les nouveaux modèles qui arrivent, qui sont beaucoup plus complexes. Donc là aujourd'hui, typiquement, ce qu'on a vu juste avant, notre modèle du Focus, et on fait, pour le fabriquer, c'est 6 fois plus long, pour le faire tout ce qui est montage, c'est 4 fois plus long, et du coup, on sait que cette gamme va remplacer ce qui existe. Donc ça veut dire, du jour au lendemain, on a une explosion capacitaire, alors que on finit fin 2018 au max. Donc, on a cette première entrée, et Dominique Imbert qui me dit, écoute, c'est simple, tu pars avec une boussole, tu vas pas n'importe comment pour diriger le TEUS, tu modernises l'outil, et tu remets l'homme au cœur de l'entreprise. Et c'est les deux points, c'est les deux axes en fait sur lesquels on est parti, et qui nous drive encore aujourd'hui pour nous développer. Dans moderniser l'outil, il se fiche complètement de comment on va le moderniser. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ok, les modèles sont plus complexes, il faut les fabriquer, j'ai des clients derrière. Donc ça revient en fait, ce qu'on doit accomplir, c'est comment on va satisfaire nos clients tout en développant nos collaborateurs. On part en fait de ce postulat. Donc on démarre, et donc les enjeux sont énormes, et là moi je commence à chercher tout ce qui peut exister dans le monde de l'industrie, dont j'ouvre beaucoup de livres, je lis énormément pendant cette période, enfin toujours maintenant, et j'essaye de voir qu'est-ce qui peut nous aider à répondre en fait à ces deux points qui sont la satisfaction client et la satisfaction collaborateur. Et il s'avère que je retrouve en fait chez TEUS Industrie un terreau favorable pour développer, pour essayer de comprendre comment le Lean pourrait nous aider à nous développer. Parce que ça répond à la satisfaction client, satisfaction collaborateur, tout en maintenant quand même une rentabilité pour le business, parce qu'il faut bien que ça tourne. L'objectif, c'est que dans les années à venir, on soit encore là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma courbe d'apprentissage. On est dans les ateliers, donc on n'a pas le temps de faire des super graphes, donc quand je les fais à la main. Donc 2018, c'est ok, quel référentiel on doit utiliser, et donc du coup, on discute aussi avec les équipes, et on s'intéresse au lead, tiens, qu'est-ce que ça peut être, comment on peut s'y intéresser. Donc, comment on démarre? Très simplement, on réunit tout l'encadrement dans une salle, et on les forme tous. Tous les collaborateurs sont formés, donc encadrement. Derrière, c'est aussi tous ceux qui
qui a un rôle de coordination dans les équipes. Donc il participe également à ce groupe de formation. Et ensuite, tous les collaborateurs, en fait, on leur explique, on leur donne du sens, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne me vois pas dans une entreprise où je ne sais pas où je vais. Donc en fait, on donne un maximum de sens à ce qu'on est en train de faire. Donc tous les collaborateurs y passent, et on peut démarrer nos premiers chantiers. Là arrive le Covid, donc on a lancé plein de choses, on s'intéresse en fait à all-in, et là le Covid nous arrête net. On est obligé, donc c'est en mars 2020 qu'on ferme la manufacture pendant 4 semaines. Par contre, dès le lendemain, tous ceux qui avaient été formés, donc c'est encadrement, et puis les personnes qui avaient ce rôle de coordination se reconnectent en visio et disent mais nous on lâche rien. Ok, comment on s'intéresse aux collaborateurs, qu'est-ce qu'on met en place pour s'intéresser aussi à nos équipes. Donc on met en place le management visuel à chaque poste. Donc management visuel, ça c'est un des points d'entrée. Chaque collaborateur a son management visuel, tous les jours il se voit, de l'opérateur, ensuite à cascade, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 idées dans ce management visuel, c'est comment ça se passe sur leur journée, qu'est-ce qu'ils doivent faire, derrière, c'est quoi vos problèmes. Si vous ne pouvez pas les résoudre de votre niveau, on remonte d'un cran. Donc un management visuel qui cascade, etc., jusqu'à la direction tous les jours. Et on essaye de récupérer les problèmes des collaborateurs pour pouvoir les résoudre. C'est la première idée. Pour aller plus loin, donc là on adhère au relais de l'UNPACA et on se met à rencontrer d'autres entreprises. Donc ça nous permet de voir effectivement comment ça se passe dans d'autres entreprises avec d'autres maturités. Donc ça c'est intéressant, c'est très intéressant pour nous. Derrière, on se met du coup, parce que quand on parle de lean, du coup, on se dit, nous on veut faire, dès le départ, c'est de se dire, on veut pas faire nous on veut le développer, on veut pérenniser le lean dans l'entreprise, donc on va essayer de mieux comprendre le TPS. Donc on se met à se former sur le TPS. Et là, il se passe quelque chose aussi, on se met à se dire, ok, on a vu des entreprises, on se forme sur le TPS, maintenant on veut voir des entreprises, et là c'est faire des entreprises où les dirigeants prennent le lean à bras-le-corps et s'en servent de stratégie. Donc là on a l'opportunité j'ai l'opportunité d'intégrer un groupe sur lequel on va aller sur le terrain et de voir ce qui se passe. Et là il va y avoir un point de pivot. Et il va se passer des choses, et donc ça c'est ce que je vais vous raconter sur la première partie, et derrière je vous montrerai comment, quand on rentre dans le gameball, qu'est-ce qui se passe. Donc dans nos premiers pas, en bon chef de projet, comme j'ai pu l'être, du coup, on enchaîne tous les projets. Donc 2019, 2020, je passe 2021, il y en a eu. Donc en vert, c'est toutes les formations qu'on a lancées, en bleu, c'est tous les projets qu'on lance. Vraiment, on fait du déploiement de projet, on y va à fond, on met le paquet, on fait des revues de projets en salle, parce que quand on lance des projets, il faut les suivre. Donc du coup, on s'assure que les projets soient bien tenus. Et là, qu'est-ce qui se passe avec le management visuel? Ce qui devait arriva. Tout le monde nous remonte des problèmes, parce que du coup, c'est pas leur problème. Et c'est beaucoup plus facile de dire « Oh, j'ai pas été livré, c'est pas ma faute. Je remonte ma fiche problème. » Et là, on se retrouve avec une multitude de fiches problèmes qui arrivent sur les bureaux, ça s'entasse. Et là, on se dit « Merde, lequel on choisit, quoi? Comment on va pouvoir traiter tous ces problèmes ?» Là, à ce moment-là, on arrive sur le TPS, et là, on nous rabâche. Non, mais attention, ton job, c'est Work plus Kaizen. Oui, job, Work plus Kaizen. Donc, pense bien à prévoir des créneaux pour faire du Kaizen. Alors là, je me retourne devant tous nos collaborateurs, là, ils me regardent tous en disant Mathieu, franchement, on a du boulot, mais par-dessus la tête, ne nous emmerde pas avec ton Kaizen. Mais on persiste, parce que du coup, on est persévérant, et c'est notre force. On continue, et on essaye de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans notre système qui fait qu'on n'a pas le temps de faire du Kaizen. Et donc, on ouvre les agendas, on essaye de comprendre. Et c'est une première étape où on se dit, il faut changer. On n'est pas tout à fait sur le bon sujet. Donc je me replonge dans mes lectures. Et là, il y a 2 livres qui vraiment sont percutants pour moi. La stratégie Lean, c'est le 2e livre que j'ai lu, dès 2018. J'en suis sur la 4e fois que je le lis. Et en fait, à chaque étape de mon voyage,
je redécouvre le livre sous un autre prisme qui m'apporte en fait encore de nouveaux apprentissages. La première fois que je l'ai lu, j'avais pas du tout la même maturité, et du coup je l'ai pas compris de la même façon que ce que je le relis aujourd'hui. Donc la stratégie Lean, très important, parce que c'était dès le départ notre souhait de ne pas tomber dans l'outil, de faire vraiment de le mettre, que ça soit notre stratégie, notre culture d'entreprise. Et l'autre livre, c'est devenir un leader Lean avec un sensei. Et ça, c'est un livre aussi qui est très important, parce que dès le dos de la couverture, c'est bien noté, pour gagner, les meilleurs athlètes se font accompagner. Ça, c'est un point qui est extrêmement... c'est un point de bascule pour moi, parce que jusqu'à présent, toutes les formations, je les avais réservées à mes collaborateurs, parce que je préférais ne pas dépenser en fait, d'argent pour moi, je voulais vraiment les développer, donc en développement des collaborateurs. Et donc là, vraiment, il y a des choses qui émergent. Ok, tu développes tes collaborateurs, mais si toi t'es pas bon, ils risquent pas d'être meilleurs. Et c'est vrai. Donc on va sur le terrain. Je fais mon premier Gemba donc avec des dirigeants en ligne qui viennent nous voir. Et du coup, mon thème c'était, voilà, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait pour développer les collaborateurs. Et là, à la fin, dans le débrief, ils visitent l'entreprise, ils voient des choses, et là ils disent, ok, dans tout ce que tu as mis en place, dans tous les projets, et des projets t'en envoies, c'est super, maintenant, est-ce que tu respectes les collaborateurs? Donc le respect passe par le développement et s'intéresser aux bons problèmes. Pour une boîte dont le respect est une valeur fondamentale, ça pique. Je peux vous garantir que ça fait très mal. Maintenant, ça m'a remis en question sur tous les projets qu'on a mis en place, tous les problèmes qu'on remonte. D'ailleurs, on s'en était content parce que les problèmes, il y en a de moins en moins. Et c'est normal, comme on les résout pas, c'est sûr que les collaborateurs ne vont pas remonter de problème, ça c'est sûr. Donc ce Gemba dirigeant m'apporte énormément. Et derrière, donc je fais une masterclass chez Trixel avec Nathalie. Et en fait, on voit effectivement une autre façon de présenter, on va dire, des projets, comme on peut le voir dans les cours. Il y a d'autres façons de voir, et du coup, en fait, et donc j'ai vu une autre personne qui m'explique arrête de faire des PowerPoint. Je passais mon temps à faire des PowerPoint pour préparer les projets, présenter les choses. Ils disent non, c'est sur le terrain. Tu veux faire une réunion avec des encadrants, va sur le terrain, va voir ce qui se passe. Donc j'ai vraiment ce point de pivot, là je me dis ok, donc je suis pas bon, là je suis pas au top, là je suis pas bon. Donc j'accepte de me faire coacher sur mes postures, en me disant ok, je n'apporte pas les bonnes. Je la tape pas sur le bon prisme, donc je vais me faire coacher. Ça, c'est vraiment une étape importante, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, et là, je me remets constamment en question, j'apprends de plus en plus vite, et je me fais accompagner sur le TPS. Et là, je peux vous garantir que ce qu'on voit sur le terrain avec des personnes qui ont un autre regard, ça change la donne. L'autre point, c'est le Lean Summit. Donc là, je vais vous présenter, donc là, on commence à lancer on s'intéresse en fait au développement des collaborateurs par plusieurs items, dont je vais parler juste après. Et le Lean Summit, vas-y. Voilà. Donc, je vais au Lean Summit, donc là, des interventions superbes. Et là, je rencontre un patron Lean, Cyril Danet, qui me dit, en sortant, qui me dit, mais ok, comment toi, en tant que dirigeant, tu changes de vie? Je dis, ah, mais attends, je fais ça. Non, je m'en fous. Comment tu changes de vie? Comment tu te mets en posture d'aider tes collaborateurs? Et ça change toute la vie. C'est un deuxième point pivot en disant je dois être sérieux, je dois arrêter de faire semblant et faire du lean, je dois être sérieux sur les problèmes, je dois être sur le terrain. Et on a intégré après l'Académie Engineering qui là encore m'apporte énormément sur la partie conception et tout le mal qu'on fait finalement sur les produits et comment on peut être encore meilleur en intégrant la conception dans les réflexions. Allez, je te laisse passer. Et du coup, derrière, on met en place des résolutions de problèmes, donc c'est de ça que je vais parler. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Et bah du coup, ça y est, donc, ces grandes réunions PowerPoint, j'arrête. Je vais sur le terrain, je prends tout l'encadrement et on va chercher les problèmes. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment on peut être sérieux avec nos collaborateurs.
Donc derrière, on a du coup des groupes de travail qui se mettent en place. Ok, il y a des problèmes, on va venir avec vous, on va s'intéresser à ce qui se passe, et on va vraiment aller chercher le problème sur le terrain. Donc c'est un apprentissage, on va dire, collectif, et derrière, il y a un apprentissage aussi individuel. Et donc, on travaille avec chacun pour quelle est leur compréhension du Lean, quelle est leur compréhension du TPS. S'ils n'ont pas compris les intentions qu'il y a derrière, c'est sûr qu'ils font n'importe quoi sur le terrain. Donc en fait, je dois m'assurer que dans la chaîne de manager, dans la chaîne de mentorat, on ait cette même compréhension, ces mêmes intentions sur le Lean. Et là, on voit l'écart. On voit vraiment l'écart de ce qui se passe sur le terrain et ce qu'on a envie d'insuffler. Donc du coup, c'est comment il faut qu'on comprenne les clés pour pouvoir le faire changer. Alors après, par où commencer? On s'intéresse avant tout aux clients, parce que du coup, j'arrive sur une période où on engendre quelques retards. On bosse sur notre débarquement. En fait, c'est la dernière rempart avant notre client. Ce qui part de chez nous, dans le colis, c'est au niveau des clients. Si on ne s'intéresse pas au débarquement, on ne peut pas être sérieux. Donc du coup, on met en place un tableau débarquement pour voir avec les équipes, ok, c'est quoi, pourquoi ça ne part pas chez le client, pourquoi on n'arrive pas à le préparer, pourquoi on stocke n'importe comment, pourquoi, ok, comment on va faire. Et du coup, on essaie de faire apparaître des problèmes. Donc dès qu'il y a des problèmes qui apparaissent, qu'on ne fait pas comme il faut, ok, ça, c'est le bon problème qu'on doit craquer maintenant pour pouvoir être meilleur. Et c'est là-dessus qu'on focalise notre attention et qu'on focalise aussi arrêtant de faire des projets dans des grandes salles, allons directement sur le terrain. Derrière, il se passe des choses. Qu'est-ce qu'on en fait? Hop, on a des tableaux de management visuel, donc il n'y a pas de mots graphiques, parce que du coup, c'est du jus de cervelle. On fait de la résolution de problèmes avec les équipes. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. On ne veut plus livrer le client parce qu'on a des conduits qui sont, un emballage qui n'est pas bon. Et là, les équipes se mettent autour, à discuter ensemble et à proposer des contre-mesures, proposer des solutions pour pouvoir débloquer le flux. Et là, du coup, ça repart chez le client. Je peux vous dire qu'il y a encore quelques années, on aurait fait des réunions en salle pendant des semaines et des semaines avant d'arriver à quelque chose. Là, les équipes prennent le sujet. Alors, comment maintenant on va mieux les accompagner aussi pour être plus rentrés dans les sujets, on va essayer de les accompagner au mieux. Donc ça, c'est ce qui se passe sur le débarquement. Derrière, on va tirer notre flux. En fait, comment on fait apparaître les bons problèmes? On avait parlé, il y a des priorités, des problèmes, il y en a tous les jours dans les entreprises, tous les jours. Par contre, comment on s'intéresse aux bons problèmes? Et le bon problème doit être relié aussi à la stratégie de l'entreprise. Donc, on fait nos boîtes de lissage pour stabiliser le flux. Parce que du coup, on a une grosse variabilité dans nos commandes et les équipes courent de partout. Donc on met en place une boîte de lissage pour dire ok, on calme le jeu. Voilà ce qu'on doit sortir. Est-ce qu'on y arrive? Non, on n'y arrive pas. Ah, il se passe quelque chose. On n'arrive pas à livrer tel produit à telle heure. Il se passe quelque chose. Mais du coup, on s'intéresse aux problèmes qui nous empêchent de bien livrer. Donc là, c'est quand notre boîte de lissage pour stabiliser en fait notre flux. Derrière, on a nos Kanban. Et donc en fait, le Kanban est lié au client. Parce qu'on avait des silos, c'était très siloté dans l'entreprise. Et là, on leur dit, attends, si jamais tu rates la carte, si jamais tu n'arrives pas à livrer au bon moment, il y a un client derrière. Il y a quelqu'un qui attend sa cheminée. Donc, du coup, on se focalise sur ces sujets. Et à côté, donc, on a des tableaux. Ça, c'est dans les ateliers. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, ils ont presque troqué des postes à souder pour des stylos, ou des postes à peinture. Ils ont des stylos dans les ateliers et ils notent leurs problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, il se passe des choses complètement incroyables. On voit des choses apparaître. Et du coup, ça va nous orienter. Ça doit nous orienter sur la résolution des bons problèmes. Une fois que les choses apparaissent, on met en place tableau 5 colonnes. Donc, super intéressant, ça permet de structurer, c'est une sorte de modèle mental, ça structure, c'est un système d'apprentissage qui nous permet de structurer notre résolution de problème. Et là, en bon bureaucrate, comme on sait bien faire, on met ça en place, et qu'est-ce qui se passe? On se met à remplir les cases. Et là, génial, on a tout perdu, on n'est pas sur les bons sujets. Donc, derrière, on met en place
des paperboards à côté, et ça, c'est notre bac à sable. C'est pour enquêter sur les problèmes. Quand il arrive quelque chose, ne dites pas aux équipes, remplissez les cases, on n'en est plus à l'école. C'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. Quand il y a des problèmes, ok, et on a un brouillon, on essaye de résoudre le problème, on essaye de comprendre ce qui se passe. Et on est sur le terrain à essayer de comprendre avec eux aussi, de comprendre, d'enquêter sur la problématique, et derrière, on le retranscrit sur le tableau 5 colonnes, et ça nous sert d'outil d'apprentissage. Là, du coup, ça développe en fait le cheminement de pensée. Donc là, on a sur la gauche, il y a vraiment un atelier de soudure, et là, de l'autre côté, après, ça nous permet de nous réunir, et ça, c'est incroyable, quand on est sur un gamba et qu'on ne sait pas ce qu'on doit dire, je peux vous garantir qu'il ne se passe rien. Quand on va sur le gamba et qu'on a des sujets de conversation, mais ça change tout. On a le même, on n'a pas les mêmes conversations, en fait, on s'oriente sur les bons problèmes. Donc rapidement, en fait, c'est juste pour vous dire là-dessus, des résolutions de problèmes, et ben, il y en a après à tous les étages. En fait, ça se propage, et on essaye d'être avec les équipes pour les accompagner à être sur ces résolutions de problèmes. Là, derrière, très rapidement, qu'est-ce qui nous manque? C'est notre OBI à contribution. Donc ça, on est dessus en ce moment, on est en plein dedans, c'est le cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est, du coup, comment on fait collaborer les patrons de fonction? Comment on évite ces silos? Ça veut dire qu'il se passe plein de choses dans l'entreprise. Mais à un moment donné, on doit tous répondre à un enjeu business. Il y a un business à faire tourner. Sur l'enjeu business, ok, qu'est-ce qu'on doit gagner? C'est quoi le match? Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille chercher? Donc, on se met, donc en fait, moi j'apporte ma contribution en disant, bah, au niveau de l'entreprise, si on, voilà, là aujourd'hui, il faut mieux livrer le client, on a des problématiques sur la qualité, donc on explicite ce qu'on doit faire, et du coup, chacun doit retranscrire dans leur fonction, ok, moi, pour réussir l'enjeu de l'entreprise, qu'est-ce que je dois faire à mon niveau? Et après, une fois qu'il a ça, et qu'on décortique, c'est qu'en fait, ben voilà, on a ce problème d'entreprise. Très bien. Moi, pour réussir, voilà, je vais contribuer à faire ça. Et derrière, j'ai testé ça et ça dans le passé. Là, aujourd'hui, je vais tester ça. Ok, allons sur le terrain. Et du coup, ça me permet d'avoir des sujets de discussion avec tout le monde pour nous aligner sur, ok, quelles sont les contributions qu'on a dans les différents services. Et ça oriente, en fait, nos sujets de conversation. Ça oriente les bons sujets sur le Gemba. Quand on va sur le terrain, ok, on est tous d'accord sur l'enjeu, sur ce qu'on doit réussir. Et bien maintenant, on se prend par la main, on va sur le terrain, on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc très rapidement, donc nous, notre référentiel, ça reste comme cette maison TPS, qui est un guide en fait pour nous. C'est vraiment, ça nous permet en fait de nous raccrocher à une boussole. Donc là, vu, pour travailler, on est sur on fait nos Gemba pour comprendre la problématique client. On est sur nos départs camions, on fait des OBA pour s'intéresser aux clients. On a des OBA, il y en a beaucoup dans l'entreprise. Derrière, notre satisfaction des collaborateurs, on le travaille avec le lissage et nos Kaizen. Pour la confiance mutuelle, très important avec les collaborateurs, c'est des tableaux 5 codes de résolution de problèmes. Si on ne s'intéresse pas à leurs problèmes, eux ils vivent, ils ont des emmerdes tous les jours. Comment on s'intéresse sérieusement à leur sujet? On peut faire ça, on peut être très sérieux pour faire semblant, hein. Mais du coup, comment on est sérieux sur ces sujets? Donc après, on tire le flux sur notre juste à temps, et bah, du coup, il y a deux choses sur lesquelles, là aujourd'hui, on essaie de craquer, de cranter. C'est ok, une fois qu'on a tous ces problèmes qui apparaissent, on a les flux tirés, et bah, du coup, il faut une chaîne d'aide, il faut des team leaders. Donc, comment on est pertinent sur ces sujets, c'est pas facile pour nous. On essaye de comprendre, le sujet n'est pas encore craqué, donc on bosse avec toutes les équipes là-dessus. Et derrière, on travaille sur l'Academy Engineering qui nous permettent de comment on relie la conception sur le terrain. Et comment on le relie en fait pour apporter une plus-value au client. Voilà, je termine cette présentation. Donc pour nous, le voyage continue. Il continue pour de nouvelles aventures. Ce qui se passe chez nous, c'est qu'on a aussi des nouveaux entrants, on a de nouvelles personnes qui arrivent dans les équipes. Et du coup, c'est comment on intègre une vraie culture Lean chez nous. On n'est pas là pour faire l'outil, on est là pour... Le Lean transpire dans toutes les strates de l'entreprise. Et comment on va l'inculquer aux nouvelles personnes? Il y a certaines personnes qu'on portera sur les épaules, il y en a d'autres qui vont nous guider, qui seront plus en avant. On a tous des maturités différentes. Donc c'est comment on accepte ça.
Et du coup, effectivement, ma courbe d'apprentissage était assez belle, en fait, c'est plutôt effectivement, ça évolue, ça monte, ça descend. Mais on est tous OK sur le cap à tenir. C'est un voyage sans fin. Il y a de nombreux chemins à parcourir, des étapes, et du coup, on est, nous, à une étape qu'on partage avec nos collaborateurs, et on essaye d'y aller ensemble. Voilà, donc, moi, je vous invite, si vous êtes tous là, c'est que vous êtes inscrits sur un chemin, dans ce voyage, vous avez votre propre voyage, et vous avez vos propres étapes, donc je vous invite à travailler sur votre courbe d'apprentissage. Qu'est-ce que vous devez apprendre demain? Quel est votre prochain pas? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Mathieu. Des questions, des questions. Des questions? Moi j'ai une question pour toi Mathieu. Qu'est-ce que ça a changé là depuis que tu as commencé ton parcours, tu vois, ta courbe d'apprentissage que tu m'as montré, super intéressante. Qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant que patron? T'es passé d'un patron comment à un patron comment? Alors merci Julie, parce que du coup j'avais raté ce coche. Et du coup j'arrive à parler. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui je suis vraiment passé d'une façon de fonctionner où j'ai imaginé autrefois qu'on pouvait se réunir dans une salle, se mettre en mode commando, d'être dans une tour de contrôle, de dire ok, vous inquiétez pas, on sait ce que vous allez devoir faire. Nous on est sachants, on va réfléchir à la stratégie de l'entreprise et exécuter nos ordres. Et du coup, on a une armada de superviseurs qui permettent de rythmer en fait les projets. Et c'est ça qui a vraiment changé dans ma perception. Non, c'est pas du tout ça. En plus, là maintenant, c'est comment la stratégie de l'entreprise oriente en fait le choix et les choix que l'on fait auprès de nos collaborateurs, auprès des résolutions des problèmes que l'on choisit de résoudre. Et c'est comment on oriente et on se met en support. Et ça c'est compliqué parce que du coup, cette perception-là n'est pas comprise à toutes les strates de notre management. Et à un moment donné, je me rends compte, je le vois sur le terrain, on a certains managers qui sont encore aussi dans des modes command and control, faites ce que je dis, je sais ce qu'on doit faire. Et ça c'est terrible. Ça, c'est quand on arrive à ce stade-là, c'est qu'on n'a pas compris l'intention de ce qu'on veut faire dans l'entreprise. Du coup, il faut qu'on bosse dessus. Des questions? Oui, Mathieu. Tu nous as présenté en toute fin ton OBEA avec oui. Les changements que vous avez en cours, que vous avez testés. Une des OBEA. Une des OBEA. Quel est ton prochain changement? Quelle est la prochaine chose que tu vas tester? Alors là, notre prochain pas, c'est clairement aujourd'hui sur ce pilier du judoka qui est un peu moins, donc le pilier de la qualité, sur la droite, qui est un peu moins robuste. Et du coup, aujourd'hui, on n'arrive pas suffisamment à être sérieux sur nos... Alors je vais dire en don, ça parle peut-être pas, c'est un moment comment on arrête la chaîne pour pas faire diffuser de la non-qualité dans le système. Donc pour faire ça, il nous faut des team leaders. Et du coup, il faut qu'on comprenne c'est quoi un bon team leader chez TUS Industrie. Ouais, moi je suis bluffé par la boîte de lissage. Et donc ma question c'est comment concrètement tu l'as mise en place et comment tu as fait jouer les équipes dessus? Comment tu as réussi ça? Alors, les choses n'arrivent pas d'un claquement de doigts. Boîte de lissage, on en parle depuis. Maintenant, à un moment donné, c'est quand on change effectivement, quand on est sur ces points de pivot. Avant, on va dire, j'expliquais en salle ce qui devait se passer. Maintenant, c'est OK. Maintenant, on va sur le terrain, il faut faire les choses. Donc là, ça a été discuté avec les équipes. On va sur le terrain, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il nous faut. Il nous faut de la boîte de lissage, mais comment on la met en place? On a besoin d'aide, pas de souci. Là, à ce moment-là, je ne dis pas qu'il faudra faire de formation. On fait venir quelqu'un qui explique comment bien faire une boîte de lissage, mais derrière, on ne s'arrête pas là. En fait, c'est pas on ouvre la boîte crânienne, on charge en formation, on referme, c'est bon, tu sais tout faire. Non. On te donne des clés, comment tu les mets en pratique. Et là, du coup, c'est de l'accompagnement, c'est la discussion avec les équipes,
Et puis à un moment, il faut y aller. Donc c'est là qu'on se fait aussi accompagner avec des sensei qui viennent nous pousser en disant « T'avais pas là ta boîte de lissage ?» Non, t'inquiète pas, ça va arriver. Donc ça nous pousse. Est-ce que je réponds à la question? Je peux creuser encore. Du coup, t'es prêt pour ta boîte de lissage, Thomas? À un moment, il faut y aller. Il faut arrêter de se poser des questions. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Tu disais que tous les services de l'entreprise font du lean. Alors, tous les services font du lean. En fait, je ne la tournerai pas comme ça. C'est que la stratégie de l'entreprise, c'est du lean. C'est-à-dire, enfin, du lean, on peut l'appeler comme on veut. Mais aujourd'hui, on est dans ce référentiel, on a un référentiel derrière, toutes les équipes bossent dessus. Là, sur l'OBIA contribution qu'on avait, j'ai tous les services. Ça veut dire que peut-être qu'il y a certains services qui sont un peu plus... En fait, c'est illustré par cette photo. Il y a certains services qui sont moins matures que d'autres. Et on va les accompagner, on va être avec eux, on va sur le game bar, on va comprendre. On va faire venir d'autres personnes chez nous pour leur expliquer aussi. On est dans l'accompagnement, mais on est dans le faire avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, comment on va les accompagner, mais comment eux, ils se développent dans l'entreprise. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le lean, ça infuse, en fait, à toutes les strates. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Parce que, quand vous êtes dans la prod, souvent, on laisse ça à l'ingénierie et enfin, à la production. Qu'est-ce qui t'a amené à ce que l'ensemble, en fait, soit lean? Alors là, c'est un projet d'entreprise, un projet de vie. Moi, je me dis, mes enfants, je les vois pas dans une boîte des petits chefs qui vont leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc en fait, c'est qu'est-ce que je veux. Est-ce qu'il existe d'autres entreprises qui ne sont pas commandées par des petits chefs? Et du coup, c'est là-dessus que je me porte en disant, ok, moi je vais tout faire pour créer une entreprise où les gens ils ont envie de venir travailler. Quoi. Et qui retrouvent du sens et qui trouvent de l'impact aussi dans leur vie. Voilà. C'est une conviction. C'est comment tu passes de faire appliquer, tu sais, en mode commandant de contrôle, faire appliquer des instructions et suivre l'exécution de ces instructions, à comment je change moi-même pour pouvoir plutôt impliquer. Tu vas passer de faire appliquer à impliquer chaque collaborateur dans la résolution de problèmes, dans des kaizen, dans tout ce que tu nous as montré là. Moi, je trouve que ça a du poids. Je suis là, Mathieu. À chaque fois, il faut que tu te retrouves parce que ça monte pas, t'es en bas. Et ouais. Je suis discret, je suis le gars qui fait ça, moi. Non, mais ça dit bravo, mais bravo à vous. C'est-à-dire que ce que je trouve qui est intéressant, c'est cette évolution de, oui, en effet, vu que je vais sur le terrain et que je me mouille personnellement, et comme tu le dis, c'est qu'à un moment donné, il y a un point de pivot, c'est, je sais pas, je fais faire du lean aux autres, c'est finalement, je pratique moi personnellement. Il se passe des trucs pour pouvoir embarquer les gens, parce que par l'exemple, finalement, je fédère plus facilement, etc. Moi, là où je suis bluffé, c'est ce côté, je vais sur le terrain et j'arrête de voir l'entreprise à travers des slides, des rapports, etc. Et je cherche à mieux comprendre la situation et mieux voir l'entreprise à travers les yeux de tes collaboratrices et tes collaborateurs. C'est ce que tu nous montres là. Et on voit pas les mêmes choses et on n'entend pas les mêmes choses. C'est ça la question. Moi, j'ai une question sur les economics. Sur l'argent. Ok. T'as vu, j'ai posé la même question tout à l'heure. Tu as parlé à la fin d'un chiffre d'affaires, là. C'est quoi l'impact du lean sur les coûts, la renta, le chiffre d'affaires? Alors, si tu veux que je fasse semblant, je te dirais, super, un chiffre d'affaires de dingue, on augmente. Est-ce que vous voulez qu'il fasse croissance à 2 chiffres. Maintenant, je vais pas te répondre ça. La certitude que j'ai, c'est que si on n'avait pas changé, on n'aurait pas passé le Covid, et aujourd'hui, on ne fabriquerait pas 2600 cheminées avec la complexité qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est clair. La boîte a complètement changé, et on arrive à absorber notre croissance, on absorbe tous les changements qu'on a dans l'entreprise, parce que on essaye d'être sérieux, en tout cas, sur nos sujets. Bon, l'année dernière, on a fait la plus belle année qu'on ait jamais faite. Maintenant, de là à vous dire... c'est le lean qui fait que... Ouais, je crois pas. C'est compliqué. Le lean m'aide. Par contre, c'est tous les efforts qui sont faits, toute l'implication dans la boîte, fait qu'aujourd'hui,
Et l'année dernière, on a fait nos meilleurs résultats. Voilà. Donc on a, je crois, multiplié par 10 notre résultat et on a une croissance aujourd'hui à 2 chiffres sur le chiffre d'affaires. Merci. On a une question, du coup, moi je reviens sur les gens, après les euros. Du coup, tu parlais de la courbe d'apprentissage que tu nous as présentée. Donc tu disais que tu as à peu près 100 personnes, c'est ça, dans l'entreprise? Oui. C'est quoi ta pratique, on va dire, délibérée pour manager les courbes d'apprentissage de chaque personne? C'est un des sujets sur lequel ce qui est en réflexion, effectivement, c'est quel est le plan pour chaque personne. Jusqu'à présent, je me reposais sur mes managers en disant ok, vous devez développer vos collaborateurs, et là, je leur fais du mal quand même, c'est pas évident. Donc maintenant, je suis plutôt à me dire ok, je vais aller sur le terrain, et je vais regarder de mes propres yeux, est-ce qu'ils sont dans un mode d'apprentissage, ou est-ce qu'on leur fait subir des choses. Et du coup, comment, en discutant avec les personnes, je vais aller enquêter sur leur courbe d'apprentissage, est-ce qu'ils apprennent, ou est-ce qu'ils exécutent des ordres. Voilà. Mais du coup, pendant de longues années, on va dire, je me fie au retour de managers qui sont toujours biaisés. Et du coup, là aujourd'hui, je veux savoir ce qui se passe sur le terrain. Je veux plus avoir de filtre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de manager, attention. Il en faut, ce sont des supports aux équipes. Maintenant, ok, il se passe plein de choses, donc je vais sur le terrain pour voir ce qui se passe. Et je remonte comme ça de l'info. L'autre point sur la courbe d'apprentissage, c'est intéressant. J'ai présenté l'OBA contribution, ça en fait partie. Il y a des enjeux business, de forts enjeux business dans chaque entreprise. Donc c'est comment ils prennent le sujet à bras le corps. Et du coup, dans leur contribution, comment après ils vont bosser avec les équipes pour qu'eux leur remontent aussi leurs problématiques et finalement leur plan de développement. Et du coup, ça va engager des discussions. Oublié de faire. Dernière question. Tu as cité le mot sérieux 8 fois. Oui. Pourquoi ce mot? Première question. Pourquoi ce mot? Et finalement, avant, t'étais quoi? T'étais pas sérieux. Et comment ce mot sérieux il est retranscrit? Quel est le feedback de tes équipes vis-à-vis de ce changement de sérieux? Ils le prennent pas tous très bien quand j'en parle. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est important. Parce que du coup, je le vois à toutes les strates. Je veux dire, en 2018, quand je faisais mes PowerPoint, mes roadmaps, on m'aurait dit, mais là, t'es pas sérieux. Je dis, tu rigoles ou quoi? L'énergie que je mets dans mes PowerPoint pour vous présenter de belles choses. Et ce terme sérieux, c'est aussi... Alors c'est... C'est un discours de Michael Ballet qui en parle, qui m'a fortement marqué, en disant un manager qui présente ses chiffres, oh, regarde comme j'ai bien fait, rate comme j'ai bien fait. Ouais, ok, t'as bien fait. Du coup, la boîte s'est plantée. Ah ouais, mais j'ai rempli tous tes tableaux, quoi. J'étais super sérieux. Et du coup, c'est effectivement ce terme qui me revient. Ok, on peut être sérieux à faire semblant. Comment on change? On fait un pivot, et donc je provoque un peu pour pouvoir dire, ok, là maintenant, soyons sérieux sur les bons sujets. Et là c'est vachement compliqué. Parce que j'ai pas la réponse, hein, il faut les chercher sur le terrain. Petite dernière ou pas? Allez. Ouais, bon, j'ai pas vraiment de questions, c'était juste pour vous remercier parce que vous nous avez fait voyager, c'était vraiment intéressant. C'était du cas concret aussi, j'ai vraiment aimé. Et limite, vous m'avez donné envie d'acheter une cheminée. Est-ce que t'embauches? Merci beaucoup. T'étais venu pour ça, non, trouver des clients? Merci. Juste, j'ai 30 secondes ou pas? Ouais, moi ce que j'adore, c'est le lien avec la présentation de Raphaël tout à l'heure. Un des slides que Raphaël m'a retourné sur la notion de mindset, comportement. C'est-à-dire que je trouve ça vachement intéressant, ce côté qu'il y a. Et ce que je trouve... Je ne connais pas la définition de sérieux, mais ce que je trouve intéressant dans ton approche du voyage, c'est le fait d'aller sur le terrain et de créer les conditions pour que, oui, en effet, les gens prennent très au sérieux le fait de voir les problèmes, changer peut-être ses comportements et agir sur le mindset.
Et c'est peut-être ce que les Japonais appellent le Genshi Genbutsu, le truc japonais là, d'aller sur le terrain, de créer les conditions du kaiten, et ça franchement, bravo quoi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes chaud pour le dernier? Ouais. Qui est pour la Nouvelle-Zélande? Qui est pour l'Afrique du Sud? Pour l'Afrique du Sud. Pour l'Afrique? Non, d'accord. Thomas? Ouais. Alors, je kiffe Thomas. Mais Thomas est comptable. Ouais, ça arrive. Donc, est-ce que j'aime le produit de Thomas? Pas trop. Je réagis à Nathalie. Tu as dit un truc tout à l'heure, j'ai adoré sur ta presse. Tu as parlé de tension. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la presse de Nathalie. Elle met d'un côté les clients, elle met d'un autre côté l'entreprise et elle met en bas les collabs. Et j'ai l'impression que c'est une tension permanente entre comment j'arrive à apporter de la valeur aux collabs, comment j'arrive à parler de la valeur aux clients et comment j'arrive à créer de la valeur à l'entreprise. Et toi, tu as un truc, encore une fois, ma deuxième définition du Lean, c'est comment j'arrive à aligner le sourire du client, le sourire de chaque collaboratrice et chaque collaborateur dans l'entreprise. Et on sait que c'est une tannée, c'est totalement difficile. Et c'est un peu le challenge que tu essaies à relever. Donc, bravo. J'ai hâte. Merci beaucoup Thomas d'être là et c'est parti. Let's go. Bon, du coup, expert comptable, ça fait moins lever les foules qu'un concert d'Orelsan, c'est clair. Donc oui, je suis expert comptable. Pour juste me présenter rapidement, donc on fait partie d'une société qui s'appelle RSM France. C'est 1400 collaborateurs. Les associés ne génèrent pas beaucoup de valeur, donc on va passer vite. Nous, aujourd'hui, au niveau de la RSM, c'est Montpellier-Nîmes. On est 8 associés, 220 collaborateurs. Et on est sur un trend de croissance et de mix produit qui est un petit peu différent des autres cabinets, puisqu'on a une croissance qui est supérieure à 10% depuis 5 ans. Et si vous voyez sur le camembert, on a un fort poids des missions annexes, parce que globalement, un cabinet comptable classique, la barre en bleu, là, c'est 80%. Nous, on est à 50%, parce qu'on essaie de diversifier et de servir à des produits différents à nos clients. Voilà. Ça peut être intéressant de garder ça en tête, parce qu'une partie de l'explication de ça, pour moi, c'est la pratique Lean qu'on a avec Luc, mon associé. On a une équipe globalement stable, ce qui est plutôt un avantage compétitif dans ce secteur aussi, avec 4,5 ans d'ancienneté moyenne. Donc mon produit, celui qui fait vibrer les foules, que je pourrais faire un concert à Bercy avec, mais j'ai pas encore trouvé totalement le concept, c'est les comptes annuels. D'accord ? Pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui sont dirigeants ou qui ont une SCI ou un leur meublé, c'est le bilan actif, passif, compte de résultat. Pour pouvoir réussir ça, il faut qu'on aille chercher des infos et il faut qu'on les traduise et qu'on les concasse dans notre machine magique où on appuie sur des boutons pour que ça devienne des comptes annuels. La subtilité qu'on a par rapport à d'autres usines, parce que Mathieu m'a fait tilter il y a une semaine sur le fait que j'étais une usine, c'est que le client c'est aussi le fournisseur. C'est-à-dire que la personne qui va réceptionner l'information à la fin, c'est aussi celui qui me fournit la matière au départ. Et c'est un peu un problème type sur lequel on va revenir. Moi j'ai choisi de me spécialiser, donc je suis spécialisé dans le digital, j'accompagne des boîtes du digital. Pourquoi ? Parce que c'est des génies, ils me font vibrer. Et du coup, je kiffe de les accompagner parce que c'est vraiment challengeant et c'est vraiment intéressant. Voilà. Pourquoi j'ai fait expert comptable ? Pas parce que j'aimais ça, mais parce que je voulais être entrepreneur. Et que par rapport à mon parcours, c'était le schéma le plus simple pour être entrepreneur. Donc j'ai pas fait entrepreneur pour être expert comptable, j'ai fait expert comptable pour être entrepreneur. Et j'aime bien cette citation parce que ça résume un peu ce que je pense, c'est qu'un entrepreneur, c'est un gars qui essaye de ne pas se péter la gueule, donc qui va d'échec en échec et sans perdre son enthousiasme si possible. Le Lean a été une des raisons qui ont fait que j'ai pas perdu mon enthousiasme. Donc, je deviens associé du cabinet en 2016, je m'éclate comme entrepreneur, puisque j'attendais que ça d'être entrepreneur. Par contre, ce qui se passe, c'est que j'ai une forte croissance, j'ai plein de clients qui ont besoin de moi, et donc j'ai de plus en plus de problèmes, des imprévus, des erreurs, des faux départs. Je suis pas bien sur certains gros dossiers où je me dis quand même tu devrais regarder ça un peu plus, avec un peu plus de sérieux, tu devrais y passer un peu plus de temps.
J'ai de plus en plus d'incendies, puisque j'ai plus de collabs. Les collabs ne sont pas forcément tous bien formés. J'ai une croissance importante. Donc mon stress et ma fatigue augmentent. Et j'ai de plus en plus de frustration, parce qu'au lieu de travailler sur mon business et comment je peux l'améliorer, je me retrouve à éteindre des incendies dans mes dossiers clients. Heureusement, Jonathan arrive, pour ceux qui le connaissent. Donc, JV Web. Jonathan, c'est un peu notre proof of concept avec Luc. On voit arriver le lean dans sa boîte, puisqu'on est expert comptable de Jonathan, et avec Luc, on rigole au début. On comprend pas trop, c'est quoi ces consultants qui viennent là, qui prennent beaucoup d'argent, et on comprend pas trop. Et c'est juste que John, il a un talent, c'est que quand il te parle pendant 3 heures, à la fin, il t'a retourné le cerveau. Et donc, au bout d'une discussion de 3 heures où il est excité comme une puce, pour ceux qui le connaissent, et qui te parle à 250 à l'heure, tu dis quand même, ton truc, ça a l'air pas mal. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis le lien du podcast. Je vous recommande de l'écouter. Méthode to Scale, vous allez sur n'importe quelle plateforme, vous l'avez. Il explique pourquoi il s'est lancé dans cette démarche et qu'est-ce qu'il a voulu faire en le faisant. Du coup, on est parti, on a commencé. Voilà. Je demande à Christophe d'être mon sensei, il accepte, et on démarre. Donc le tableau 5 colonnes, comme disait Mathieu, décortiquer des pièces, essayer de comprendre des problèmes. Donc je vais sur le terrain, enfin je pense que je vais sur le terrain, je suis un manager de terrain, globalement les équipes m'aiment bien, elles me suivent, donc c'est pas un geste qui est difficile pour moi. Par contre j'aime bien régler les problèmes, et donc la difficulté que j'ai, c'est de ne pas donner la solution et de bien voir comment les gens fonctionnent. Mais je m'intéresse réellement à ça, et j'ai vraiment envie de comprendre ce qui déconne, et j'ai vraiment envie que les équipes le comprennent. Premier apprentissage qu'on a, c'est qu'on apprend plein de choses sur les préférences clients. Du coup, on a un effet waouh sur les seniors qui se préoccupent plus du client, qui comprennent mieux les clients, et on supprime pas mal d'irritants clients, et donc notre valeur perçue augmente. Ça tombe bien, c'est à peu près au moment du Covid, où globalement, du coup, toute mon équipe a pivoté super facilement de gestion classique à gestion de crise, et on s'occupe des clients et on verra le reste plus tard. Et ça nous a vraiment sauvés, là où d'autres cabinets comptables ont fermé le cabinet, on dit, messieurs, dames, les clients, nous, on ne peut plus travailler. J'essaie du coup de rendre l'entreprise visuelle, et donc on commence à structurer une démarche et à avoir plusieurs approches. Donc là, vous avez 2 cas. Ici, c'est comment on récupère un dossier et comment on essaie d'avoir tous les éléments d'un coup. Et de l'autre côté, là, c'est mon problème type à moi. Pour ceux qui connaissent le secteur, c'est la période fiscale. 80% des pièces à sortir sur 4 mois de l'année, de janvier à avril. Voilà. Et donc, c'est les premières tentatives de résolution de ce problème-là. C'est comment on fait pour traiter ça. Voilà. Et ça ne veut pas ce truc-là. Voilà. Du coup, en ayant cette démarche-là, on n'est pas encore dans une démarche d'apprentissage. Par contre, on a l'essuie-glace. On commence à mieux voir les problèmes. Moi, quand j'arrive dans le bureau, je vois où ça coince. Je peux plus vite aider, on peut plus vite apporter de support, et on voit bien les problèmes types qu'on a. On s'en occupe pas forcément, mais on les visualise. Du coup, il y a une première amélioration clé, c'est de me sortir de la production, parce que je suis quelqu'un qui est un peu rapide, un peu vif et parfois un peu chaotique. Donc le premier apprentissage, c'est qu'il faut sortir Thomas de la production, parce que ça fout le bordel. Donc Thomas, on va le mettre en client ligne à la fin de la chaîne, mais par contre, il ne faut plus qu'il touche aux pièces. Et du coup, sur la partie passage de témoins clients, puisque c'est moi le principal développeur de mon portefeuille, il y a un premier apprentissage, c'est Thomas doit vite passer l'information dans un format qu'on a défini pour que nous, on puisse réussir le passage de témoins. Et les team leaders me sortent de la production courante, notamment sur la période fiscale, où j'avais tendance à aller les voir en disant « il y a ce client qui m'a appelé, ça te dirait pas de faire son bilan ?» Non, ça ne me dirait pas parce que j'ai un plan de prod, je sais ce que je dois faire, et là, c'est pas celui-là que j'ai prévu de prendre comme pièce. Du coup, sur cette première phase, donc qui a duré de 2018 à 2022, voilà les apprentissages qu'on a eus. On a vraiment progressé sur la satisfaction client. La démarche pendant 3 ou 4 ans de m'intéresser à mes clients et de comprendre comment ils fonctionnent, j'ai vraiment pu progresser sur ma conception de produit. On est passé de compteur de haricots à j'aide les entrepreneurs à y voir clair dans leurs chiffres et à vraiment réussir dans leur business et à ne pas être pollué par tout ce administratif. Je ne sais pas pour ceux qui sont dirigeants, mais si vous êtes OK avec moi, si je vous donne une baguette magique et que je vous dis t'inquiète pas, je m'occupe des payes et je m'occupe de l'administratif et des impôts, je pense que vous serez tous OK pour que je m'en occupe. Je vois des têtes qui se hochent, je suis cool. Je suis pas complètement à côté de la plaque sur mon produit. Le vrai game changer pour moi, c'est le côté équipe. C'est que on s'est rapproché de nos clients, on a mieux bossé avec eux, on a mieux compris ce qu'ils voulaient, donc j'ai pu travailler sur mon produit. Du coup, c'était plus facile pour moi le geste commercial. Mais au niveau de l'équipe, on a vraiment défini un échelon team leader qui était vraiment focus sur accompagner et former son équipe, les aider à réussir.
Et ce changement-là, en fait, c'est que chaque personne était plutôt en confiance et avait plutôt envie de remonter les problèmes, et on avait plutôt une vision où on partageait les problèmes. Et donc c'est vraiment ça qui a changé, c'est on a vraiment changé de mindset, on n'était plus à je fais mon boulot, je communique pas. C'est j'ai un problème, je l'écris au mur et j'en parle, et il y a une grosse confiance, puisque pour pouvoir réussir ça, il faut que je n'ai pas peur de me faire taper par le patron, et en l'occurrence, c'était pas le cas. Du coup, en termes d'economics, sur la période, 120% de chiffre d'affaires en plus, 15 personnes dans l'équipe, et les 2 associés Lean, on est devenus les plus gros contributeurs du cabinet en termes de résultats. Donc c'est cool. Voilà. Première étape réussie. Je me fais souvent taper par Christophe sur les indicateurs.